Une importante délégation ministérielle s'est rendue ce week-end dans la zone agricole de Samanko. Elle était composée des ministres de la Justice, de l'Urbanisme, de la Sécurité et de l'Agriculture. Objectif, constater la libération définitive de l'espace désormais dédié à la recherche agricole. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale séjourne actuellement aux Émirats arabes unis. Abdoulaye Diop prendra part lundi aux travaux de la deuxième commission mixte de coopération Mali-Émirats arabes unis. Mais avant, un forum économique se tient entre les opérateurs économiques maliens et émiratis. Le ministre Diop a aussi rencontré la diaspora malienne. Mobilisation nationale contre la déstabilisation. Les Maliens montent au créneau pour dénoncer la tentative de déstabilisation du pays, de Bamako à Ségou, en passant par Tombouctou et Kita. Le message est clair. Le Mali n'a pas besoin de recul, mais d'unité nationale et de cohésion. Vous entendrez leurs témoignages dans ce journal. Dans le grand format de ce soir, nous nous intéressons au secteur de la construction. En cette saison des pluies, les effondrements de bâtiments sont malheureusement fréquents. Quelles en sont les causes? Éléments de réponse avec Aliou Abdoulaye Touri. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Je le disais, les ministres de la Justice, de l'Urbanisme, de la Sécurité et de l'Agriculture étaient sur le terrain dans la zone agricole de Samanko pour constater l'effectivité de la libération définitive de l'espace. Ces choses faites, toutes les dispositions sont donc prises pour la sécurisation définitive de l'espace. L'espace concerné porte sur 418 hectares affectés au ministère de l'Agriculture pour les besoins de recherche agricole. Reportage Youssouf Diakité et Aboubakar Traori. L'agriculture compte pour le Mali, c'est ce qui justifie cette mobilisation générale des membres du gouvernement, en l'occurrence les ministres de la Justice, de l'Agriculture, de l'Urbanisme, de la Sécurité et de la Protection civile. Ils sont venus constater l'effectivité de la libération de l'espace affecté au ministère de l'Agriculture pour les besoins de la recherche agricole et agronomique, portant sur 418 hectares dans la zone de Samanko. Sur les hautes instructions du président de la transition, chef de l'État, donc une décision a été prise par le Conseil des ministres pour restituer à cet espace sa vocation initiale, à savoir celle d'accueillir des activités agricoles et des activités de recherche agronomique. Donc nous étions déjà passés ici il y a quelques mois de cela pour venir faire ces constatations, parler avec les occupants et les inviter à quitter les lieux et à démolir leurs réalisations afin que le site puisse vraiment retrouver sa vocation. Aujourd'hui, quelques mois après, nous revenons sur le même site pour faire des constatations, pour vérifier si exactement les instructions qui ont été données ont été respectées. Et nous sommes particulièrement heureux de constater que depuis notre départ, il n'y a eu aucune nouvelle occupation. Cela est vraiment heureux. Et même les constructions anciennes ne sont plus habitées par ceux-là qui les ont réalisées. Et donc je crois qu'aujourd'hui, les activités agricoles et de recherche sont en train de se déployer sur le site de manière très correcte. Aujourd'hui, disent-ils, toutes les dispositions sont prises pour la sécurisation totale de l'espace concerné, le site de Samanko. Aujourd'hui, tout est fait. Et comme vous l'avez constaté, il y a déjà un décret qui est intervenu donc, pour classer de nouveau cette zone comme étant une zone agricole et de recherche. Ça veut dire que désormais, aucune autre activité ne doit être admise sur ces sites. Ensuite, des dispositions ont été prises par l'État pour que ceux qui avaient légitimement acquis ces parcelles, en tout cas en utilisant des procédures légales, puissent être dédommagés, soit par la voie de l'indemnisation qui est financière, soit par la voie de la compensation. Et ce processus est déjà enclenché et les intéressés ont compris, ils ont adhéré, donc les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui que ces maisons-là ne puissent pas être démolies parce que c'est désormais la propriété totale et entière de l'État et du ministère de l'Agriculture. Pour mémoire, la zone de Samanko relève des domaines d'exploitation agricole depuis 1936.
Et vous le savez déjà, nos autorités ont déjoui une tentative de déstabilisation ces derniers jours. À ce sujet, des citoyens se sont prononcés de Bamako à Ségou, en passant par Tombouctou et Kita au micro. Tous dénoncent cet acte. Des propos recueillis par notre reporter Djourati Diakité avec le concours de nos stations régionales. Cette tentative m'a un peu surpris parce que moi je pense que ce n'est pas le moment pour déstabiliser le régime, sinon pour déstabiliser le pays. On doit s'unir pour pouvoir bâtir. Ceux qui ont été arrêtés ont leurs partisans. Bon, ça ne peut qu'aboutir à la division. Or, présentement, la division, ça ne nous arrange pas. Que le bon Dieu veille sur le pays. Cette tentative de déstabilisation ne m'a pas du tout plu. Nous sommes déjà dans un régime transitoire. S'il y a quelque chose qu'ils jugent mauvais, la solution, c'est le dialogue. Mais tenter une déstabilisation, c'est vraiment déplorable. Parfois, je demande s'ils font cela pour le pays. Je demande à la population malienne de s'unir pour faire avancer le pays. Sincèrement, je n'ai pas aimé cette tentative de déstabilisation parce que vu la situation de notre pays, on n'en a pas besoin pour le moment. Ça, c'est une méconnaissance du civisme. Ce n'était vraiment pas nécessaire de tenter de déstabiliser le régime, puisque ça nous ramène dans une situation que personne ne peut prédire. Quand l'intégrité est menacée, je crois quand même que tous les Maliens doivent répondre oui pour défendre la nation. Nous voulons quand même que les Maliens soient unis, forts, et vraiment que nous prenions toutes les mesures adéquates, surtout ceux qui sont au niveau du pouvoir, de maîtriser la situation jusqu'à ce que les Mali sortent de ces pétrins. Si nous devons déstabiliser ce gouvernement qui est sur place, ça serait encore un retour en arrière de plus d'une vingtaine d'années. Donc moi je pense que nous devons avoir une union sacrée autour de ces autorités pour que nous puissions sortir de cette insécurité qui n'arrange personne. Le gouvernement en place n'a pas besoin d'être une fois de plus dérangé. Parce que ce que nous assure l'AES, c'est quelque chose que nous avons pris dans nos cœurs. Et nous pensons qu'aujourd'hui, ça pourra nous aider, ça pourra nous faire avancer. Mais je suis sûr que ce Mali aura un lendemain meilleur. Nous ne pouvons que condamner un tel acte parce que nous ne sommes pas à ce point de vue, à ce niveau aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons tous être unis, solidaires pour le bien-être de notre pays. Je pense que le seul message que j'ai à l'endroit de la population, c'est de rester unis dans la prière, ensemble, soutenant nos autorités dans la prière, mais aussi par des actes concrets. Je pense qu'aujourd'hui, l'ère, c'est à l'unité. Il ne doit même pas avoir une déchirure en plus forte raison de recoudre les tissus qui étaient déjà déchirés depuis longtemps. Donc aujourd'hui, le scénario auquel on avait fait face dans cette semaine, je pense que ça ne doit pas nourrir. Et ce que je pouvais dire également en ce sens-là, c'est un appel à l'unité, à nos forces de l'ordre. Il faut vraiment qu'ils s'unissent, qu'ils donnent la main, parce que nous comptons sur eux. Ce qu'on vient d'entendre dans ces 2 derniers jours-là, franchement, ça ne nous honore pas du tout. En toute honnêteté, le Mali n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Pour raison tout simplement, un seul destin. J'ai vraiment du mal à comprendre comment et pourquoi on peut arriver jusqu'à ce niveau. Nous condamnons fermement cet attentat. Le Mali n'en a pas besoin aujourd'hui. Vu le changement qu'a apporté les FAMA au profit de la population, vu la quiétude que la transition veut améliorer, nous condamnons fermement ceux qui ont tenté un coup pour encore retarder ce pays. Nous prodiguons à l'armée de s'entendre, de s'unir et d'être ensemble. On n'est plus à l'heure de la déstabilisation. Cherchons à avoir la même vision, à sauvegarder notre pays, notre patrimoine commun qui est le Mali, notre patrie. Si on doit avoir un ennemi aujourd'hui, c'est les terroristes. À ce sujet-là, nous les femmes, on veut seulement que la paix, qu'on se donne la main. C'est l'union qui fait la force. Vraiment, c'est ça que je veux. Et nous, on soutient forcément nos forces armées. Bega Mali, Blaise sans fait. Je demande à tous les Maliens de mettre le pays au-dessus de tout.
J'invite l'ensemble des parties prenantes de se donner la main pour un Mali courant apaisé. Le Mali est un pays riche. Un jour, il fera bon vivre. Restons soudés en laissant les petits conflits de côté. Et comme vous venez de le suivre, cette tentative de déstabilisation est vigoureusement dénoncée par les citoyens qui se posent des questions sur les motivations réelles de ces soldats. À l'unanimité, tous reconnaissent que le Mali n'a pas besoin de recul aujourd'hui, mais au contraire d'union sacrée et de cohésion. Ces coups de filet des autorités sonnent comme une mise en garde et un appel à tous les fils du pays à s'engager pour le développement. C'est tout le sens de l'édito que nous propose Sidiki Dambeli. Dans un communiqué officiel rendu public jeudi soir, le gouvernement a brisé le silence en mettant fin aux rumeurs. C'est bien une tentative de déstabilisation des autorités de la transition qui vient d'être déjouée et les commanditaires mis aux arrêts. Un groupuscule d'officiers, d'agents de la société civile et un militaire français, photo à l'appui, s'était engagé dans une aventure funeste et périlleuse. Mais c'était sans compter sur la vigilance et la perspicacité des services de renseignement qui ont vite fait de l'étouffer dans l'œuf. Tout est désormais totalement sous contrôle. Mais des interrogations demeurent. Pourquoi cette tentative de déstabilisation maintenant, à un moment où les autorités cherchent par tous les moyens à préserver la paix, la cohésion sociale, l'unité nationale et à farouchement lutter contre les terroristes afin de refonder l'État et d'asseoir une souveraineté retrouvée? Pourquoi en ce moment précis où le Mali, le Niger et le Burkina sont engagés dans une dynamique de franche coopération sécuritaire, économique, sociale et culturelle? Une union confédérale qui fait déjà des émules. Déstabiliser le Mali reviendrait à déstabiliser en un mot les peuples de la Confédération des États du Sahel. C'est à l'unanimité que les Maliens ont naturellement condamné cette tentative de déstabilisation. Et c'est à l'unisson que les citoyens dénoncent cet acte indigne tout en se demandant ce qui peut expliquer les motivations réelles de ces soldats et de leurs complices, si motivation il y en a. Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire et le Mali n'a nullement besoin de replonger dans certains souvenirs à jamais révolus. À l'heure actuelle, le pays a surtout besoin de l'union sacrée de toutes ses filles et de tous ses fils et de cohésion. Il n'y a pas de chemin vers la paix. La paix est le chemin, disait Gandhi. Reste donc aux citoyens de l'intérieur comme de l'extérieur du Mali de regarder dans la même direction en empruntant les mêmes chemins, en prônant la paix, en unissant les forces pour sauver la patrie en danger. Le Mali, notre héritage commun. Et ce communiqué est parvenu à notre rédaction. L'Association des militaires retraités de la police nationale AMRPN, la Fédération nationale des associations des retraités du Mali, FENAR, le collectif intégrateur des Imourcha et alliés de la région de Tombouctou, Ensemble pour le Mamala, Association des Sœurs unies des logements sociaux de Atété-Bougou, ont suivi avec consternation le communiqué numéro 077 du gouvernement de la transition faisant état d'opération déjouée de tentatives de déstabilisation des institutions de la République par des militaires et civils avec l'aide d'États étrangers. Elle condamne avec la dernière rigueur ces actes subversifs et réaffirme son soutien indéfectible aux autorités de la transition dans leur détermination implacable d'éradication des forces obscurantistes et terroristes et de quête de souveraineté nationale totale. Direction à présent Dubaï, où se tient un forum économique entre les opérateurs économiques maliens et émiratis. C'est en marge des travaux de la deuxième commission mixte de coopération Mali-Émirats Arabes Unis prévue ce lundi. Les hommes d'affaires maliens sont porteurs de projets dans plusieurs domaines, notamment l'électrification rurale, des mines et l'agriculture. Les projets qui intéressent la partie émirati. Le ministre des Affaires étrangères et celui en charge du commerce ont rencontré la délégation malienne cet après-midi à Dubaï pour lui apporter le soutien des autorités de la transition et par la même occasion expliquer les enjeux de la coopération mixte. Envoyé spécial à Dubaï, Mohamed Diarra et Djeli Magandiabati.
Un hub mondial en pleine effervescence, une plateforme attractive pour les investisseurs et les partenariats internationaux. Et c'est dans cette fière allure que les opérateurs économiques débarquent dans cette ville, non pas pour tendre la CBI, mais plutôt pour des échanges francs et directs. La trentaine d'hommes d'affaires portent des projets bien structurés dans des secteurs clés. Nous avons répondu à l'appel de nos autorités en venant ici à Dubaï pour rencontrer les investisseurs dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons rencontré le bureau de la Chambre du commerce de Dubaï ainsi que les chargeurs. Nous sommes optimistes pour la suite de la mission. Nous sommes venus au nom de nos entreprises pour chercher des partenaires afin d'investir au Mali. Nous avons eu la chance de visiter la plus grande raffinerie d'or de Dubaï hier. Ensuite, nous avons rencontré des partenaires à la Chambre de commerce d'industrie de Dubaï et à la Chambre de commerce d'industrie de Sharjah. Dieu merci, nous souhaitons que toutes ces relations puissent bénéficier à nos entreprises et bénéficier également au Mali parce que les taxes, c'est le Mali qui va en profiter. À Dubaï, nous avons emmené ici un projet d'exploitation rurale pour 250 localités villageoises au niveau du Mali qui fait une puissance de 49 MW. Et nous voulons couvrir encore davantage depuis. C'est un projet levier qui permet au moins de prendre en compte 250 localités aujourd'hui. Et nous avons pu rencontrer des partenaires au niveau local ici qui sont vraiment intéressés par ces projets dans le domaine de l'énergie et des infrastructures. Cette rencontre entre dans le cadre des travaux de la deuxième commission mixte de coopération Mali-Émirats Arabes Unis. Et c'est à juste titre que les ministres en charge des affaires étrangères et celui du commerce ont rencontré les opérateurs économiques sur le déroulement de la mission, afin de leur apporter le soutien des autorités de la transition. C'est une occasion importante de pouvoir aussi partager les informations par rapport à l'importance et le caractère stratégique des relations entre les Émirats Arabes Unis et le Mali, qui sont des relations de partenariat, des relations d'investissement. Et comme les Émirats même l'ont indiqué, le Mali constitue le deuxième pays dans lequel ils ont des relations de coopération et d'investissement les plus élevées. En application des orientations de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de chef de l'État, et conformément aux visions de Malikoura Agneta Sera Kabe Sam, Baflani Biron Sabama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable, nous avons retenu un certain nombre de secteurs stratégiques pour apporter ces projets à l'appréciation des opérateurs économiques émiratis, de façon à ce que nous puissions travailler ensemble à nouer des partenariats, à mettre des joint ventures pour assurer la réalisation de ces projets dans notre pays. Ces projets s'inscrivent aussi bien dans le domaine de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'usine pharmaceutique, de l'aménagement agricole, mais aussi et surtout dans les domaines de l'unité de production de médicaments. Donc tous ces projets structurants ont été portés à la connaissance de nos partenaires émiratis, de façon à ce que nous puissions travailler ensemble et à trouver des schémas de financement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape nous permet aussi de parler de toutes les opportunités qu'offre l'industrialisation de notre pays à travers des partenariats que l'on peut avoir avec les Émiratis, notamment tout ce qui est mine et tout ce qui est énergie renouvelable, pour assurer l'autonomie énergétique de notre pays. In fine, nous nous inscrivons dans la relecture de notre code des investissements pour proposer des schémas d'investissement beaucoup plus attrayants, mais aussi et surtout chercher à valoriser l'ensemble des potentialités qui s'offrent à notre secteur privé, de façon à ce que ce secteur privé puisse être véritablement le moteur de la croissance. Une vision nette saluée par les opérateurs économiques qui s'engagent à soutenir les autorités dans leur politique de développement économique et social. Et déjà, les premiers contacts noués à travers des visites d'entreprise présagent un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice des populations. Restons à Dubaï où les deux membres du gouvernement ont rencontré les Maliens établis aux Émirats Arabes Unis. Les échanges ont porté sur la vie de nos compatriotes et la situation sociopolitique du Mali. Le ministre Diop a invité la diaspora à ne pas céder à la manipulation. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Mohamed Diarra et Djeli Maganjabati. L'hymne national entonné rallume la fibre patriotique chez nos compatriotes établis aux Émirats Arabes Unis. L'exercice est une routine chez les autorités maliennes. Rencontrer la diaspora sur ses préoccupations afin de maintenir le pont entre celle-ci et l'exécutif. Ils sont environ 2000 Maliens dans cette juridiction et évoluent pour la plupart dans le commerce.
Et aujourd'hui, la diplomatie malienne est en marche pour préserver les intérêts de nos compatriotes. Grâce à la vision du président, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, et aussi tout l'effort qui est fourni par la transition. Aujourd'hui, le Mali d'aujourd'hui, la diaspora malienne aux Émirats arabes unis ressent ce changement. Je pense que les témoignages ont été faits ici. Il y a eu beaucoup de changements positifs et c'est une diaspora qui est engagée pour le Mali, qui est engagée pour la construction du Mali. Et la demande principale de cette diaspora, c'est le soutien de notre pays qui ne fait pas défaut. Donc on a vu les efforts qui sont fournis déjà en marge de cette commission mixte. Il y a eu une forte implication du secteur privé dont la diaspora malienne aux Émirats arabes unis fait partie en majorité. Donc nous avons majoritairement des opérateurs économiques ici donc, qui se portent bien et qui ne demandent aussi qu'à aider le pays. Donc le pays les soutient et c'est la vision du président, donc ils le savent. Un soutien qui passe par la gestion de certains problèmes auxquels font face nos compatriotes. La plupart se résument à celui relatif à l'obtention de certains documents administratifs, comme c'est le cas avec Koulibaly Astan Keita qui vit à Dubaï depuis des années. Ah oui, le ministre m'a rassuré vraiment qu'ils vont vraiment suivre le dossier et vraiment ça va être résolu. Et je compte vraiment sur mon gouvernement et je sais que ça serait résolu parce que j'ai eu confiance aujourd'hui par rapport à tout ce qui a été dit, tout ce qui m'a rassuré. Ce cadre est une opportunité sans filtre pour la diaspora d'avoir des informations de première main sur la situation du pays. Le chef de la diplomatie malienne invite ses compatriotes à ne pas céder à la manipulation et à avoir confiance aux autorités de la transition. Nous avons en tout cas transmis les salutations et les vœux de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga et de l'ensemble du gouvernement à nos compatriotes, et en leur demandant de continuer à se mobiliser pour leur pays, à être vigilants et aussi à travailler de manière à apporter leur contribution au développement du pays. Nous avons aussi rappelé la priorité que le gouvernement, à travers l'axe numéro 7 du programme d'action gouvernementale et toutes les autorités accordent aujourd'hui à nos compatriotes vivant à l'étranger. Nous avons senti un engagement très très fort de nos compatriotes qui sont pour beaucoup dans des secteurs d'activité économique, qui sont très dynamiques et qui souhaitent que l'État puisse aussi les accompagner et faciliter leur interaction avec le pays. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, lui, a rappelé les opportunités à investir au Mali avec les garanties que l'État offre à la diaspora. En somme, ce fut une rencontre familiale où chacun est réparti avec l'esprit de contribuer à la reconstruction du Mali. Rendons-nous à présent en Guinée. En marge des travaux de la rencontre interministérielle à Conakry, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a rencontré la communauté malienne installée en Guinée. La rencontre a permis au ministre de recenser les préoccupations des Maliens de la Guinée, des préoccupations qui se résument en grande partie aux tracasseries routières. Le ministre a saisi l'occasion pour partager avec ses interlocuteurs les conclusions de la rencontre qu'il a eue avec la partie guinéenne. Les précisions avec nos envoyés spéciaux Batraoré et Sidi Mouribo Dameli. L'extérieur et de l'intégration africaine à l'écoute de la communauté malienne résidant en Guinée-Conakry. Les échanges s'inscrivent dans le cadre des orientations des autorités maliennes qui accordent une importance capitale aux Maliens de la diaspora. Ces ressortissants maliens installés en Guinée ont eu droit à une séance d'explication sur les raisons de la visite en Guinée de la délégation interministérielle malienne. Certaines questions posées par nos compatriotes, effectivement, sont liées justement aux aspects que nous sommes venus gérer avec nos frères guinéens, notamment les questions liées aux tracasseries sur la route, aux difficultés qu'ont les transporteurs, peut-être au prix élevé de certaines taxes sur le corridor. Nous avons répondu en disant que nos échanges avec nos frères guinéens, avec les autorités guinéennes, nous donnent un grand espoir. Ces préoccupations, nous pensons que très bientôt, elles seront de vieux souvenirs. Les Maliens en Guinée apprécient la démarche et encouragent leur président qui pense avoir tiré plein d'enseignements. Permettez-moi d'exprimer toute ma satisfaction à l'endroit des plus hautes autorités pour avoir dépêché
une très forte délégation. Les principaux responsables qui sont sur le corridor, la douane, la gendarmerie, la police, sont présents au sein de cette mission. Ce qui nous a permis à la fois de les exprimer nos préoccupations, nos difficultés et en retour d'avoir des réponses très appropriées. Le ministre a salué le bon comportement des Maliens installés en Guinée car selon lui, toutes les autorités du pays voisin apprécient la bonne conduite de la communauté malienne. Une communauté qui soutient les autorités du Mali et qui a remis au ministre la somme de 3 millions de francs CFA à titre de contribution pour l'effort de guerre. Vous vous souvenez certainement d'un cas d'effondrement survenu dans la nuit du 12 au 13 août à Douadabougou, en commune 5 du district de Bamako. Un drame causé par le taillage illégal du flanc de la colline par certains individus au vu et au su de tous. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont à noter. Le constat a été fait hier lors d'une visite initiée pour l'occasion par une délégation du SECOGEC, Centre de coordination et de gestion des crises. Les précisions avec Tchemoko Konati. L'accès à une habitation bloquée par les gravats, 3 véhicules complètement endommagés, dont un toujours invisible. Ainsi se résume le bilan de cet éboulement. Un drame survenu notamment mercredi aux environs de 2 h du matin, suscitant des appréhensions chez les habitants de la périphérie. Nous sommes à Douadabougou, en commune 5 du district de Bamako. Vraiment, c'est la désolation. La formation géologique ici est constituée essentiellement de latérite, comme vous pouvez constater. Les eaux de pluie s'infiltrent dans la latérite, ce qui fait que sous la charge des constructions, il y a glissement. À l'origine de cette catastrophe, le taillage illégal du flanc de la colline. Une pratique frauduleuse à laquelle se livrent certains individus faisant fi de l'autorité de l'État. La mairie n'a pas autorisé et puis la mairie n'était pas informée que les gens prenaient du banco ici. Si la population était partie se plaindre au niveau de la mairie, que les gens sont en train de prendre des bancos, on allait prendre des dispositions. C'est les citoyens maliens même qui doivent changer son comportement, qui doit respecter l'autorité. Parce que l'autorité est là, on n'est pas là pour brutaliser les citoyens. Il faut les sensibiliser, il faut les expliquer. Les citoyens même s'entêtent. Parlant des habitations de la périphérie, peu d'entre elles respectent la distance réglementaire devant les séparés de la colline, estimée à 10 mètres. Un état de fait qui suscite des interrogations non seulement sur l'authenticité des documents dont disposent les occupants, mais aussi sur la moralité de l'autorité qui en a délivré. On m'a pris en improvise, sinon j'allais prendre les documents, analyser tous ceux qui sont dans les plans et tous ceux qui ne sont pas dans les plans. Quand même, on va analyser la situation. Tous ceux qui ne sont pas autorisés, tous ceux qui ne sont pas dans les plans, on va les décarpir. Nous avons fait des PV, des procès-verbaux qui ont été adressés à qui des droits. L'université même a porté plainte contre X à la période indiquée. Donc, en ce moment, la justice peut poursuivre les contrevenants. Parce que chaque construction, quand même, a un notaire. C'est donc un drame de plus, une alerte pour toute autre personne se trouvant dans la même situation. En attendant de situer les responsabilités, il revient à chacun, à son niveau, de renforcer la vigilance. Et justement, le grand format de la rédaction est consacré au secteur de la construction, plus précisément le phénomène de l'effondrement des bâtiments ou des maisons à usage d'habitation en période d'hivernage. Comment un bâtiment peut-il s'effondrer en cette période? Est-ce le non-respect des normes de construction, la qualité des matériaux ou encore l'autoconstruction? Pour en savoir, pour avoir des réponses à ces questions, notre équipe de reportage dirigée par Aliou Abdoulaye Touré et Abdoul Salam Bamara ont approché des acteurs du secteur des BTP. Suivant. Dans le secteur de la construction, s'il y a un phénomène qui préoccupe aujourd'hui les populations maliennes, c'est bien l'effondrement des bâtiments ou des maisons à usage d'habitation en période hivernale. Comment expliquer la récurrence d'un tel phénomène? Ces causes sont multiples. C'est souvent des erreurs de conception, des matériaux inadaptés, des travaux mal réalisés, l'absence d'entretien des constructions en zone ARIX ou encore le non-respect de la réglementation. Il y a également des défaillances des matériaux. Vous savez, sur le marché, il y a plusieurs types de matériaux, de bonne et de mauvaise qualité. Donc il y a les défaillances en termes de qualité
des matériaux qui sont utilisés. Évidemment, c'est le ciment. Vous savez comment c'est commercialisé. Donc ça peut être des causes. Il y a les fers également qui sont utilisés d'abord depuis la conception, les dimensions qui sont données, en même temps même le stockage. Et souvent c'est des fers pratiquement rouillés. Si le non-respect des normes constitue l'une des causes d'effondrement des bâtiments, le facteur environnemental aussi s'avère non négligeable, selon le porte-parole de l'ordre des ingénieurs conseils du Mali. Il y a plusieurs types de sols. Il y a certains types de sols qui sont très vulnérables à la présence de l'eau. Donc à la présence de l'eau, ces sols-là perdent considérablement leur portance. Donc avec une perte en portance du sol, avec les charges du bâtiment qui sont là, il y a forcément des tassements qui vont se produire et ces tassements peuvent évoluer vers l'effondrement du bâtiment. Donc c'est pourquoi pendant l'hivernage, on observe plus d'effondrement que pendant les autres périodes de l'année. Depuis une trentaine d'années, Abdraman Filifin Sidibé évolue dans le secteur de l'architecture. Il est d'ailleurs le président de l'ordre des architectes agréés du Mali. Quand le ciment n'est pas bon et quand le sable contient trop d'argile ou bien de terre, et quand le gravier n'est pas bien proportionné, c'est des risques aussi. Donc les spécialistes, ils connaissent tout ça. Quand ils voient un sable avec de la terre, ils le connaissent. Ils savent qu'il y a beaucoup de terre dans ce sable. Ils vont vous dire que ce n'est pas bon à usage. En plus de cela, les causes humaines peuvent expliquer l'effondrement des bâtiments. Un bâtiment déjà réalisé, si vous permettez de modifier, et souvent ça peut vous amener à supprimer des murs porteurs ou des poteaux qui sont à la base, ou des poteaux qui prennent pratiquement toute la charge du bâtiment, ou des surélévations qui n'ont pas été prévues initialement au début de la construction. À cela s'ajoute un autre phénomène qui prend de l'ampleur. Il s'agit bien de l'autoconstruction. On a constaté que pratiquement 80 à 90% des bâtiments qui sont construits à Bamako sont construits sans les spécialistes. Ils passent directement par des maçons. Ils passent directement par des maçons pour faire leur bâtiment. Donc le maçon, avec son expérience, on a fait ça là-bas, on a fait ça ici, sans analyser la nature du sol, sans analyser les différentes contraintes qui peuvent arriver par-ci, par-là, vous propose une solution qui n'est pas votre solution à vous. Une fois que vous-même vous décidez de construire et que vous faites appel à des ouvriers et que vous ne passez pas par ces professionnels, il faut comprendre déjà qu'il y a une violation à ce niveau. Quand un bâtiment s'effondre, il y a certes des risques de perte en vies humaines, comme ce fut le cas le 13 juillet 2024 à Ségou, ayant causé la mort de 3 personnes. Pour faire face à la situation, des propositions concrètes ne manquent pas. Il faut aller à l'application stricte des normes et des réglementations en vigueur. Des normes pourquoi? Pour garantir la stabilité des bâtiments. Et les réglementations sont élaborées par l'État pour encadrer les secteurs. Aussi, il faut formellement interdire l'autoconstruction. C'est-à-dire, quelqu'un qui se lève sans faire appel à un professionnel, il commence à construire. Quand on constate ces faits, l'État doit sévir. Quand vous voulez faire une construction, il faut chercher à avoir un permis de construire. Quand on va te permettre de démarrer les travaux et de s'assurer que vous êtes sur une zone ou sur un terrain constructible. Ça, c'est la première des choses. Et se faire assister également par des professionnels du BTP. Et éviter surtout des modifications à volonté. En somme, nos différents interlocuteurs sont unanimes. N'est pas ingénieur en BTP ou architecte qui le veut. Toute construction de maisons d'habitation doit respecter les règles de l'art. La CMDT lance une opération de riposte phytosanitaire face à l'attaque précoce des jacides. Après une première livraison de 30 000 doses d'insecticides homologués réceptionnées le lundi 4 août à Sikasso, une nouvelle phase est en cours avec la distribution de 10 000 litres dans les zones de Bougouni, Kita et d'autres localités cotonnières. Cette réponse rapide, sous l'impulsion du président directeur général Dr Koulou Mégué Dambélé, vise à limiter les pertes et à préserver les rendements de la campagne 2023
2025-2026. D'autres livraisons sont prévues dans les prochains jours pour couvrir l'ensemble des besoins exprimés par les zones CMDT et OHAVN. Reportage Moussa Kamara. À l'intérieur de l'usine CMDT de Bamako, c'est vendredi 15 août 2025, l'espoir est rené chez les producteurs en regardant ces camions avec leur contenu. 10 000 litres d'insecticides homologués sont ainsi livrés. Pour les producteurs, cette cargaison représente bien plus qu'un simple appui logistique. Donc, on est là. Na homologué do o de na le feni mun da erijan ame fa o de ka kesi sa akana ke Sénégal do nyina ko do be ga soan doye mo sita ka soan si mais ko ma ke chuku do ta ka jugu do tay bon erijan mumbe ame o de floquer quoi. Donc partenariat là ambi c'est faux parce que depuis anye puma na outlo kan wula ka jo u fena anye fo jamana ye ami jamana nyema o fena fu olu fena ya taw kwala donc bibina ni Sénégal o jigiski yorobo. Cette nouvelle opération intervient après la livraison de 30 000 doses le 4 août dernier à Sikasso. Elle marque la montée en puissance du dispositif d'intervention phytosanitaire mis en œuvre par la CMDT en synergie avec les structures techniques et les organisations paysannes. Le produit que nous venons de recevoir à l'usine de Bamako est dédié aujourd'hui pour la zone de Kita et puis la zone de Bouni. Et le mardi, si tout va bien, il y aura autre réception à Sikasso pour les autres régions. L'objectif recherché, c'est la protection de nos cotonniers. L'espoir est permis. Avec la dose recommandée, on est en train de recevoir petit à petit. Mais pour c'est l'occasion de rassurer les uns et les autres qu'il y aura la disponibilité des produits dans un bref délai. En somme, cette initiative marque une avancée significative dans la lutte contre les ravageurs et reflète l'engagement de la CMDT en faveur d'une agriculture résiliente. La remise de ces intrants s'inscrit dans une dynamique de sauvegarde de la production nationale et de relance de la filière coton, pilier de l'économie rurale malienne. Autrefois divisés par des divergences personnelles, les agriculteurs de coton de la région de Djouila enterrent la hache de guerre. C'était à la faveur d'une assemblée générale organisée dans la commune de Benko, une initiative de FER Mali et d'autres partenaires. Le commentaire de Aminata Brima Ouedraogo. Faire en sorte que les producteurs de coton parlent d'une seule voix, ceci à travers le dialogue pour une meilleure compréhension, c'est tout le sens de cette rencontre des cotonculteurs des différentes filières. Toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, c'est dû à notre mésentente. En commençant par le non-paiement des prix de coton, au retard des engrais. Même jusqu'à présent, notre argent est bloqué à la banque et nous n'arrivons pas à mettre la main dessus. La mésentente entre les producteurs de coton a joué sur la production du coton, car cela amène la démotivation. Donc, nous demandons aux uns et aux autres d'oublier ce qu'ils ont pu subir dans le passé et de cheminer ensemble. L'objectif visé en toile de fond est que le Mali maintienne sa place parmi les premiers producteurs de coton en Afrique. Un maintien qui nécessite une synergie d'action entre les producteurs. Et ce cadre de réconciliation qui est à l'actif de FER Mali en collaboration avec le groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants agricoles au Mali s'inscrit dans cette dynamique. Il a regroupé les producteurs de Kouchala, Sikasso, Fana et Kita. Au terme de la rencontre de Djouila, les dissensions internes se sont tues. Des gens qui ne pouvaient même pas se parler hier viennent de se donner la main aujourd'hui. Cela montre que notre message est tombé sur de bonnes oreilles. Nous demandons à nos producteurs agricoles de faire le pas vers la professionnalisation, de faire le pas vers l'unité d'action, de faire le pas vers la bancarisation. Et nous pensons, au niveau de FER Mali Coton et du CCA et CPC Mali, nous pensons que le fer de lance de l'économie malienne ne peut être que l'agriculture. L'autre temps fort de cette rencontre, c'est la remise symbolique des Daba, outil principal des cotonculteurs. C'est là pour les encourager à redoubler d'efforts afin de garantir la place des leaders du Mali dans la production de l'or blanc en Afrique.
350 élèves et étudiants arabophones répartis entre 12 salles ont pris part au Centre islamique du Mali au concours des imams. Il constitue la première vague de la 9e promotion. 40 candidats seront sélectionnés pour approfondir leur connaissance en islam au bout de 2 ans. Au Centre islamique Mohamed VI pour la formation des imams. Pour cette 9e promotion, les candidats bénéficieront de formations professionnelles en électricité, menuiserie, agriculture, mécanisme, afin que les nouveaux imams soient autonomes. En plus de cela, 60 imams et prêcheurs vont suivre 3 mois de formation dans le même institut. Compte rendu, Adam Maïga et Aruna Diara. Natifs des Douanzon et des Djuma, Amadou Diko et Djoké Diawara se sont retrouvés à Bamako tôt dans la matinée de ce samedi avec un seul objectif, participer au concours d'entrée des imams à l'Institut Mohamed VI au Maroc. Tous deux sont titulaires d'un baccalauréat malien et participent pour la première fois à ce concours. Comme eux, près de 350 élèves et étudiants venus des différentes localités du Mali ainsi que du district de Bamako ont composé au Centre islamique du Mali. Repartis dans 12 salles d'examen, seuls 40 candidats seront retenus. Ils bénéficieront d'une formation de 2 ans afin de renforcer leurs connaissances en islam. Pour cette 9e promotion, les admis suivront également des formations professionnelles complémentaires destinées à rendre les futurs imams autonomes. Une véritable bouffée d'oxygène pour des candidats comme Amadou Diko et Djoké Diawara. Oui, c'est vrai, parce que en tant que candidat, je suis actuellement cordonnier et commerçant. Ainsi, cette formation de 2 ans au Maroc sera bénéfique pour moi. Je suis également motivé par cette opportunité, car une fois admis, ce sera pour moi l'occasion d'apprendre d'autres métiers professionnels. Ces métiers me permettront de vivre dignement et décemment. Et ce n'est pas tout. 60 autres imams et prêcheurs du pays suivront eux aussi une formation de 3 mois. Celle-ci vise à renforcer un islam de paix, de tolérance et de juste milieu, mais aussi à doter les cadres religieux maliens de compétences nécessaires pour contrer les idéologies extrémistes. Il y a la formation des imams au Maroc, mais il y a aussi la formation des imams même qui sont dans l'imamage chez nous ici et nos prêcheurs qui sont dans le cadre de prêche. Ça, c'est une nouveauté. Et encore une nouveauté, c'est une formation de la formation professionnelle dans les mécaniques, dans la menuiserie, dans l'électricité et surtout avec la culture générale qu'ils vont récolter à travers ces grands procès du Maroc. La formation de ces imams, prêcheurs, étudiants et élèves arabophones découle d'un protocole d'accord signé le 9 juillet dernier à Rabat entre le Mali et le Maroc. En marge du lancement officiel des activités de vacances des pupilles, l'Office national des pupilles en République du Mali, ONAPIMA, a organisé jeudi une sortie à la Cité des enfants. Cette visite vise à faire découvrir aux enfants les lieux culturels et de s'amuser pleinement le temps d'une journée. Pour cette édition 2024-2025, le thème est « Année de la culture, solidarité traditionnelle ». Compte rendu, Soumao Aïdara. Offrir un moment de divertissement à ceux qui n'ont rien demandé, tel est le sens de la sortie organisée à la Cité des enfants pour les pupilles de la République. Qu'ils soient parmi les tout petits ou les plus grands, tous ont trouvé leur bonheur dans les jouets, les rires et les découvertes. C'est toujours un plaisir de découvrir cet endroit. Un merveilleux endroit avec les petits frères, les petites sœurs. Les voir tous heureux comme ça me procure un sentiment de pur plaisir. Les pupilles de la nation, ce sont des enfants dont les parents sont morts au service de la nation, des militaires. Il y a aussi des civils dedans. Maintenant, les pupilles de l'État, ce sont les enfants abandonnés qui n'ont aucun parent. Voilà les 2 catégories de pupilles qui forment les pupilles de la République. De nos jours, nous avons 1878 pupilles et à partir du moment où ils ont la qualité de pupille, ça leur ouvre des droits. Droit à la santé, droit à l'éducation et à des subventions d'entretien. Pour prendre en charge ces droits, l'État, à travers l'ONAPIMA,
donne à chaque pupille, même s'il y a 10 pupilles dans la famille, à chaque pupille 100 000 francs par trimestre. Le directeur général adjoint de la Cité des enfants a rappelé l'importance de cette structure qui constitue selon lui un cadre idéal pour se distraire et se reposer pendant les vacances. Notre essence, tout ce que nous faisons, c'est vraiment les enfants qui sont au cœur. Nous avons une mission d'occupation saine du temps libre de l'enfant. Ça veut dire que si l'enfant n'est pas à la maison, l'enfant n'est pas à l'école, il est censé être à la Cité des enfants pour apprendre et devenir grand un jour. La journée a permis aux pupilles de découvrir un espace nouveau, de partager des moments conviviaux et surtout de s'amuser ensemble. L'actualité AIS nous conduit tout d'abord au Niger où le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a reçu la ministre de l'Énergie accompagnée du président directeur général de Wanda Group et du président directeur général de Jimei Group. La ministre professeur Amadou Awa est venue rendre compte au président de la République de la mission effectuée dans les pays de l'AIS, au Togo et au Tchad. Compte rendu Jocelyne Amoussou et Askou Djibrila. La ministre de l'Énergie et sa délégation, comprenant le président directeur général de Wanda Group, Mohamed Souley Agali, et le président directeur général de Jimei Group, Wang Yundé, qui ont effectué une mission au Mali, au Burkina Faso, au Togo et au Tchad, est venu rendre compte au chef de l'État de cette mission. Responsable de la conception, de la mise en œuvre et du suivi de la politique de gestion des ressources énergétiques au Niger, la ministre professeur Hawa Amadou, dans cette mission, a porté le message officiel du président de la République, chef de l'État, à ses homologues pour le renforcement des liens de coopération énergétique. Nous avons effectué une mission dans la sous-région pour les transmettre un message fraternel de son Excellence le général Abdourahmane Tchani, mais aussi présenter le projet Salkadamna. C'est un projet ambitieux en tricateur. Les chefs d'État nous ont accueillis avec enthousiasme et ont montré leur volonté de participer à cette grande marche vers la souveraineté énergétique. Donc avec le projet Salkadamna, c'est certainement une région souveraine sur le plan énergétique. Rappelons que le complexe charbonnier de Salkadamna est composé d'une mine à ciel ouvert, d'une centrale thermique à charbon de 600 MW, des lignes de transmission, d'une usine de briquettes de charbon, entre autres. Au Burkina Faso, le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Akargougou, a procédé au lancement de campagne nationale de vaccination contre le paludisme hier à Puitenga, dans la région de Nakambi. Au cours de cette campagne, environ 627 000 enfants âgés de 5 à 23 mois seront touchés à travers le pays. Cette initiative de l'État burkinabé est une étape majeure dans la lutte contre cette maladie qui constitue un problème de santé publique. Le point avec Yves Rouamba et Rasmane Ouedragou. Centre de santé et de promotion sociale urbain 3 de Puitenga. Le ministre de la Santé lance officiellement la deuxième phase de la campagne de vaccination contre le paludisme. Après une première phase qui a concerné 27 districts, le département de la Santé la déploie à grande échelle. Une étape historique dans la lutte contre cette maladie qui constitue un problème de santé publique au Burkina Faso. Le gouvernement, de façon souveraine, a décidé d'introduire la vaccination contre le paludisme comme une nouvelle arme pour lutter contre cette maladie. C'est des vaccins pour le développement desquels des chercheurs burkinabés ont été intimement impliqués. C'est des vaccins qui ont été homologués par les instances internationales, mais c'est aussi des vaccins qui ont été autorisés
par des instances nationales, notamment le groupe technique consultatif sur la vaccination. D'un coût estimé à plus de 7 milliards de francs CFA, cette campagne cible les enfants âgés de 5 à 23 mois, avec pour objectif de vacciner plus de 627 000 enfants à travers le pays. Et pour cela, l'État burkinabé peut compter sur le soutien financier et technique de l'UNICEF, de l'OMS et bien d'autres partenaires. C'est un programme que nous menons de concert et nous sommes aux côtés du ministère tout le long du parcours de la vaccination. Et nous resterons ensemble pendant tout le passage à l'échelle jusqu'à ce que tous les enfants du Burkina Faso soient protégés contre le paludisme. Le passage du vaccin contre le paludisme à l'échelle nationale est une lueur d'espoir dans un pays où le paludisme constitue la première cause de consultation, d'hospitalisation et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Les parents sont donc appelés à jouer leur rôle dans le succès de cette campagne. La caravane Al-Fadi pour la paix vient de déposer ses valises à Bamako pour une durée de 2 jours. Une initiative du célèbre créateur de mode, le Nigérien Al-Fadi, pour soutenir les efforts de paix et de réconciliation dans les pays de l'AES à travers l'art et la culture. L'événement, célébré au Musée national, enregistre la participation de plusieurs acteurs engagés pour la paix et le rayonnement de la culture malienne. Mariam Koulibaly. Après l'étape de Niamey, c'est au tour de Bamako d'accueillir la caravane Al-Fadi pour la paix. L'événement, qui se veut une tribune de plaidoyer pour la paix et la réconciliation dans les pays de l'AES, se focalise sur les créations artistiques et plus particulièrement sur la mode pour marquer les cœurs et les esprits à s'unir davantage. C'est une caravane qui est venue pour la paix, une caravane du Niger au Mali, au Burkina et après au Maroc. Une caravane qui est venue donner la chance à ce que l'Afrique a de plus beau. Sa création, sa jeunesse, son image. Quand les jeunes ont du travail, ils ne vont pas faire la guerre. En phase avec le projet Mali Culture 2025, la présente caravane est un véritable cadre d'expression culturelle et de promotion des talents artistiques. Elle regroupe les artistes créateurs des pays de l'AES. À travers cet événement, nous célébrons non seulement la créativité africaine et sahélienne, mais aussi la richesse et l'héritage culturel du Mali. Un Mali résilient, uni, riche de sa diversité et ouvert sur le monde. Les arts et la culture sont les éléments moteurs qui permettent d'affirmer les identités des peuples de l'AES, de contribuer à promouvoir, à renforcer le vivre ensemble, la cohésion sociale, de contribuer à l'économie créative, mais surtout au vivre ensemble, à la qualité de vie entre les citoyens de l'espace de l'AES. Le programme de cette première journée est marqué par l'ouverture d'une exposition d'œuvres d'art au Musée national de la musique Takamba et d'une parade des masques Dogon. Il vient de me rejoindre sur ce plateau pour la page sport. Koudi Sibi, bonsoir. Bonsoir Barakissa, bonsoir à tous. Afrobasket masculin, Angola 2025, les Aigles du Mali ont été battus ce samedi 80-70 par les Lions de la Teranga du Sénégal. Et pourtant, le Mali a mené donc au score juste dans le money time avant de céder aux assauts sénégalais. C'est la deuxième défaite des Aigles du Mali dans cette compétition. Pas synonyme d'élimination, mais par contre, eh bien, ils sont obligés de passer par les barrages pour accéder au quart de finale. Le résumé du match avec Siragatou Sissé. Un match bafoué par les Aigles à 2 minutes 28 secondes de la fin. Des joueurs émoussés par les efforts fournis face aux Lions du Sénégal. Ce derby ouest-africain du groupe D résume le charme du basket de la haute compétition. Il a fallu attendre le money time pour voir le Sénégal reprendre l'avantage 72-70. Et cela pour la première fois dans ce match. Les Aigles du Mali ont abandonné le contact,
le pressing devant des lions aux griffes mordantes. Le Mali avait pourtant creusé l'écart de 12 points à la mi-temps, 40-32. Au troisième quart-temps, le score était de 58-53 pour le Mali. La menace se fait sentir. Les Sénégalais croient en leur chance et poussent les Maliens à la faute. Les aigles sont perdus sur le parquet. Les dernières minutes ont été fatales. Le Sénégal l'emporte 80-70. A signaler la prestation convaincante de Siriman Kanouté, 20 points, 6 rebonds et 8 tirs en 34 minutes. Cette défaite rétrograde le Mali à la 3e place du groupe D. Les aigles du Mali joueront un match de barrage pour accéder en quart de finale ce lundi contre le 2e du groupe C. Ce sera soit la Guinée, soit le Soudan du Sud. Voilà, c'est bien confirmé, Seragatou Cissé. Ce sera contre la Guinée-Conakry lundi, alors pour pouvoir passer en quart de finale Barakissa. On enchaîne avec le football, avec la Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta. 3 rencontres étaient au programme cet après-midi au compte de la 2e journée. Oh, et les rencontres se jouent notamment au stade de Mamadou Konaté, au stade Ouenzin. Vous allez donc apercevoir les images. Dans le groupe A, Mopti a surclassé Nara sur le score de 3-0. Vous voyez donc au stade de Mamadou Konaté, les équipes de Mopti et de Nara donc, qui vont donc enclencher les hostilités et vont donc voir qui de Mopti ou de Nara donc va remporter cette rencontre. C'est donc l'équipe de Mopti qui a largement dominé Nara sur le score de 3-0. Le match sans contre Gao, initialement prévu cet après-midi, est reporté à lundi. C'est bien, le gouvernement s'est imposé au tir au but 5-3 devant Taoudeni. Le score à l'issue du temps réglementaire était de 3 buts partout. Et on voit encore les images de cette opposition entre Mopti et Nara. Voilà. Barakissa, pour terminer, on va donc donner la suite du programme de cette Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta. À suivre ce dimanche, les oppositions Badjangara contre Ségou et CNTKI, Bougouni Kita et Douanza Sikassou. Merci Kodi Sivi, et c'est la fin de ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau, s'il plaît à Dieu.